deviez venir ce matin pour le transfert, mais aucun des 2 embryons n'a survécu à la décongélation. Et alors là, je pense que c'est un des pires moments, oui, de parcours en fait. Oui, je pense que c'est même le pire moment. Parce que effectivement, c'est cet espoir depuis 3 ans auquel on se raccroche, qui d'un coup n'existe plus en fait. Moi, il était hors de question que je reprenne l'hormonothérapie sans avoir eu de bébé, quoi. Enfin, là, maintenant, je connaissais les effets secondaires de l'hormono et tout ça. Moi, je savais qu'il me fallait mon bébé pour arriver à tenir derrière, reprendre l'hormonothérapie, hein, parce que c'est quand même un sacré traitement, quoi. Donc, Mais du coup, j'ai fait un petit test de grossesse, et du coup, j'ai eu les 2 petites barres qui se sont affichées ce matin. Voilà, donc ça c'est trop cool. À un moment donné, tu arrives suffisamment au fond pour avoir ce truc, cette impulsion pour remonter. Et cette impulsion, elle est nourrie justement par l'amour et l'espoir. En tout cas, dans mon cas. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Le pouvoir de l'espoir, il n'y a pas de meilleur titre pour ce podcast. Waouh, tant d'épreuves en cascade, tant de mauvaises nouvelles qui viennent à maintes reprises briser cet espoir si précieux. Mais leur espoir est toujours plus fort et il leur permet d'encaisser toutes ces annonces si difficiles. Pascaline et son mari rêvaient d'un bébé et on leur annonce un cancer. C'est pas l'annonce du cancer qui a été le plus dur. À la limite, Pascaline était contente de connaître son protocole et d'avancer. Mais c'est l'annonce que le projet de bébé sera reporté à bien plus tard et qu'il y aura une stérilité potentielle. Tout va si vite. Elle a droit à un cycle pour faire une ponction d'ovocytes avant de démarrer la chimio. Ce qui me frappe, ce sont ces décisions si importantes, ces décisions pour la vie, à prendre dans tout ce tsunami. Congeler des ovocytes ou des embryons? Elle a décidé de congeler des embryons. Ces petits embryons les ont aidés à avancer. Pascaline et Greg pouvaient se projeter, rêver pendant toutes ces années où il fallait patienter. Les traitements lourds, l'hormonothérapie et attendre le go pour la fenêtre thérapeutique. Quand elle a eu le go pour l'implantation, elle s'est pris une nouvelle atroce. Les embryons n'avaient pas survécu à la décongélation. Un moment terrible pour eux. Je trouve ça tellement dur et ça me révolte toujours d'entendre que cette maladie vient briser cette grande joie de pouvoir se lancer dans un projet bébé. Quelle résilience, quelle patience. Pascaline n'a jamais perdu espoir. À chaque mauvaise nouvelle, elle se rattachait à un nouvel espoir. Le don d'ovocytes a été ce nouvel espoir. J'ai appris tant de choses sur ce don d'ovocytes et c'était passionnant. Ce qui me frappe dans toute son histoire, c'est toute cette attente, ces années qui passent et ce rêve qu'il faut chaque fois reporter à plus tard. C'est là qu'on réalise à quel point l'espoir est clé et la meilleure thérapie, l'espoir soigne l'âme. Je vais lui laisser la parole, son histoire est si dure et si merveilleuse à la fois. En tout cas, je vous promets un sacré shoot d'espoir. Et comme il n'y a jamais de problème d'overdose avec l'espoir, tout va bien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascaline. Bonjour. Écoute, c'est super. Bon, on va quand même raconter que normalement, on devait enregistrer à Paris vendredi, mais on a eu des petits soucis. Tu as fait 3 heures de route pour venir. C'est moi qui étais en retard. Oui. Oui, mais pour des événements totalement indépendants de ta volonté. Donc en fait, moi, je vais te dire quand même quelque chose, c'est que je suis hyper contente d'avoir rencontré Achille en vrai. Et voilà, donc on enregistre 2 jours plus tard, chacune chez nous, pas à Paris, mais c'est pas grave. J'ai eu la chance de voir Achille, de voir ta maman, de le serrer dans les bras, de prendre de belles photos. Et donc, j'étais comblée de joie. Et voilà, en tout cas, merci 1000 fois. Et puis, on va commencer de manière relativement classique où tu vas te présenter. Tu vas nous donner ton âge, ta situation familiale, ton métier et puis évidemment cet événement qui a changé, chamboulé ta vie et puis plein d'événements formidables qui ont encore chamboulé ta vie. Donc, c'est une très, très belle histoire.
Alors, classiquement, donc j'ai bientôt 39 ans. À chaque fois, il faut que je recalcule. Dès que j'ai passé la trentaine, je recalcule dans ma tête. Donc, je vais bientôt avoir 39 ans à la fin du mois. Je suis en couple depuis 2009. On s'est mariés en 2015, le 14 février, donc c'est bientôt notre anniversaire de mariage. J'ai un petit bout de chou, du coup, voilà, qui s'appelle Achille. Quoi dire de plus? Si, mon travail. Alors, je suis à mon compte. Je fais 2 types de prestations. Je suis organisatrice et décoratrice pour des événements, notamment des mariages. Et puis, je travaille aussi en tant que chargée de prévention et de communication pour la Ligue contre le cancer de mon département, donc le Loir-et-Cher. Alors, du coup, en 2015, juste après le mariage, parce que moi, je voulais faire les choses dans l'ordre, entre guillemets. Je savais en fait que si on faisait le bébé en premier, mon mari me carotterait sur le mariage. Donc je me suis dit non, il faut que je tienne bon. Si je veux mon mariage, il faut le faire en premier. Voilà, j'ai pas arrêté ma pilule avant d'être mariée. Et donc du coup, mariée en 2015 et en 2016, du coup, on décide que j'arrête la pilule et de se lancer dans le projet bébé. Et en fait, à la fin de l'année 2016, en prenant ma douche, c'était en décembre, je sens que j'ai une petite boule dans le sein gauche. Et donc, mais alors, cette fameuse intuition, je sais pas, mais dès le départ, pour moi, c'est un cancer du sein. Alors que ma mère, enfin voilà, n'en a pas eu. On a une grande famille et j'ai qu'une seule tante, mais autant te dire, je sais pas, ma maman, elle a 8 frères et sœurs, j'ai 25 cousins et cousines, donc enfin c'est dérisoire quoi. Une tante. Donc, mais je sais pas. J'ai l'intuition que c'est ça et je pleure tout l'après-midi. C'est un samedi. Donc voilà. Donc toi, tu es très jeune. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 32 ans. 32 et quand j'ai été diagnostiquée, c'est en février. Donc c'est quelques jours avant mes 33 ans en gros. Oh, Pascaline, donc j'imagine finalement, voilà, c'est terrible. Tu veux un bébé et on te diagnostique un cancer, hormonodépendant en plus. Voilà. Et c'est là aussi où tu te dis, ton cerveau, il choisit ce qu'il veut comme info, quand même. Voilà. Depuis cette douche, je me dis, je suis sûre que c'est ça. Mais par contre, pas une semaine, pas une seconde, j'imagine que ça va mettre en stand-by le projet bébé. Enfin, j'ai complètement occulté ce truc. Enfin, dans ma tête, voilà, j'ai une maladie, mais je pense pas une seconde que mon projet bébé, ça va pas se passer en 2017 et tout ça, quoi. Mais Pascaline, parce qu'en fait, on n'a pas toute l'information au début et on ne connaît pas l'implication de, voilà, toute l'hormonothérapie et tout ça. Donc, et puis comment ça s'est passé alors? Et du coup, c'est lors de l'annonce où là, je me prends ça en pleine face. Donc, elle m'annonce que j'ai un cancer du sein, donc je me dis, ouf, enfin, ça y est, j'ai les mots, un professionnel me le dit, enfin, j'ai mon plan de bataille, c'est cool, je vais avancer et tout ça. Sauf qu'elle me dit, ces traitements peuvent vous rendre stérile. Donc, il faut faire une préservation de la fertilité avant. Et alors, c'est là où c'est là où je réalise, en fait. Je me dis, ah ouais, en fait, j'aurai pas de bébé cette année et j'en aurai peut-être jamais, quoi. Donc, c'est là où là, je pleure. C'est même pas l'annonce du cancer parce que ça, je suis persuadée depuis le départ que c'est ça et moi, je veux que mon plan de bataille pour avancer. Mais par contre, quand on me dit, ça va vous rendre stérile, peut-être, et puis on va vous poser un stérilet pendant l'opération, là, je me dis, ah oui, d'accord, c'est pas pour maintenant le bébé, quoi. C'est en fait c'est une double annonce, quoi. Et finalement, le cancer était peu de choses à côté de cette annonce de stérilité potentielle, quoi. C'est ça, parce que vraiment l'aspect cancer, je l'avais intégré. En fait, j'ai la chance d'avoir une faculté d'intégration plutôt rapide. Donc, si tu veux, à partir du moment où j'avais découvert la boule dans mon sein, que j'avais pleuré tout le samedi après-midi, le dimanche, c'est bon, j'étais en mode, je veux qu'on me l'annonce, qu'on me donne mes traitements, et voilà, c'est parti. Donc, c'est vrai que du coup, c'est vraiment cette partie-là où, il faut digérer l'info parce qu'elle est nouvelle, quoi. En fait, il y a quand même énormément de femmes jeunes qui sont diagnostiquées, donc il y a réellement ce problème de fertilité. Julie Desfrangines en a parlé, il y en a pas mal qui en ont parlé sur le podcast. Donc cette préservation de la, je sais pas comment on dit, fertilité, donc se prélever des ovocytes. Alors, est-ce qu'on te l'a proposé? Parce que plusieurs fois aussi sur le podcast, il y a des personnes qui ont dit n'oubliez pas d'en parler. Bon, je sais pas si c'est automatiquement proposé. Après, j'imagine que quand les cancers sont très agressifs, ils sont un peu frileux, puis ils ont pas le temps de faire cette préservation d'ovocytes. Alors, comment ça se passe? Comment on le présente? Et qu'est-ce qu'on a fait dans ton cas, en fait?
Alors, du coup, moi, il faut juste remettre dans le contexte que c'était en 2017. Donc, t'as pas Instagram et compagnie. Donc, t'as pas toutes ces infos encore ou des communautés, etc. Donc, vraiment, en 2017, effectivement, moi, si j'ai pas la chance que ma gynéco... en fait, la spécialiste qui m'annonce mon cancer, elle est gynécologue de base. Donc, elle est vraiment gynéco ma mère maintenant. Donc, spécialisée dans les cancers du sein, etc. Donc, moi, j'ai la chance d'être suivie par une femme qui a cette spécificité. Donc, c'est elle qui m'en parle vraiment, parce que spontanément, clairement, moi, j'aurais pas pensé. Et elle me dit clairement que j'aurais le droit qu'à un seul cycle. C'est-à-dire que effectivement, comme c'est agressif, ils me font mon opération. Donc j'ai une première fois une tumorectomie qui finalement se finit en mastectomie 3 semaines plus tard, parce que finalement en étudiant les marges, il y a encore quelques cellules dans le sein, donc ça se finit en mastectomie. Et juste après, je fais la préservation. J'ai le droit qu'à un seul cycle, je le sais, et ensuite je démarre illico la chimio. Donc, et j'imagine que c'est un seul cycle qui n'est pas stimulé en plus, donc on prend ce qu'on trouve. Du coup, si, ils me l'ont stimulé, et c'est pour ça qu'ils commençaient la chimio direct derrière, mais qu'ils avaient quand même opéré avant. Comme ça, ils se disaient, normalement, il y a plus de cellules en elle, mais quand même, on fait qu'un seul cycle et il y a la chimio derrière qui tuera s'il y en a qui sont encore là et qui se seraient développés à cause de ça, quoi. Tu n'avais pas d'invasion ganglionnaire? Non, quand ils ont tiré, non, j'ai eu, ça c'est vrai que ça c'est bien. Et comment est-ce que tu as vécu alors toute cette chimio parce que j'imagine ce qu'on t'a proposé après, c'était donc une fécondation in vitro. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Donc on te dit à la fin des traitements, non, tu devais quand même prendre cette hormonothérapie évidemment pendant 2-3 ans. Alors oui, du coup dans l'ordre, en gros, donc les opérations, la préservation de la fertilité. Donc préservation de la fertilité, effectivement, c'est stimulation hormonale, une ponction des ovocytes, et après on choisit de congeler soit ces ovocytes, soit des petits embryons. Donc ce qu'ils te disent, c'est qu'en gros, les embryons, il y a plus de chances ensuite quand ils vont être décongelés, mais par contre, comme ils sont déjà fécondés par les spermatozoïdes de ton mari, s'ils te quittent pendant la maladie, t'as plus rien après, quoi. Et après, l'autre choix, c'est tu congèles les ovocytes. Alors moi, je parle toujours 2017. 2017, c'était ça le discours. Les ovocytes, il y avait moins de chances de réussite, mais voilà. Au moins, si t'étais quitté pendant la maladie, t'avais encore tes ovocytes que tu pouvais récupérer. Donc nous, on a choisi. J'ai parié sur le fait que mon mari allait rester avec moi, et on a congelé des embryons. Non mais Pascaline, tu sais ce qui me frappe quand tu dis tout ça, on est dans un espèce de tsunami émotionnel, un choc terrible, surtout à ton âge, avec un projet de bébé, et on doit se poser des questions dans le creux de cette violence de l'annonce de est-ce que je prends des ovocytes tout seul, est-ce qu'il va me quitter, est-ce qu'il va pas me quitter, enfin je trouve c'est d'une difficulté et d'une violence rare, quoi. Ah bah c'est vraiment comme je te disais, c'est des paris que tu fais et voilà, et puis tu verras bien. Enfin moi c'est comme ça que je me disais, quoi. Enfin, là maintenant tout de suite je le ressens comme ça et puis voilà, on verra après. Je peux te poser la question de savoir comment ton mari il a vécu ça? Mon mari, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup de ses émotions. Un homme. C'est ça, en grande partie. Je pense qu'il y en a beaucoup des comme ça. En fait, il me suivait en fait à chaque fois. C'est-à-dire que quand je lui disais, par contre, je suis du genre à partager mes réflexions, comme je te disais tout à l'heure, à intégrer facilement les infos pour vite derrière prendre du recul. C'est-à-dire, par exemple, le soir de l'annonce, une fois que j'avais pleuré, etc., le soir même, j'étais déjà à regarder comment ça se passait pour une adoption d'enfants et les tatouages suite à une mastectomie et tout ça. Enfin voilà, le soir de l'annonce. Ouais, moi j'ai réagi tout à fait comme toi. Moi, ça me permettait de contrôler l'incontrôlable, en fait, de déjà trouver des solutions et de déjà être dans l'action. Donc c'est ton mode de fonctionnement, de déjà penser à toutes les solutions possibles. C'est ça. Quand t'as digéré l'info, que t'as pleuré, été au fond, hop, réimpulsé direct grâce à l'espoir. Concrètement, c'est ça. J'allais dire, c'est de l'espoir en barre, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce que ce projet de bébé, finalement, t'a tenu vraiment pendant toute la maladie et puis l'hormonothérapie? Donc, tu peux nous expliquer, on t'a demandé de prendre l'hormonothérapie pendant combien de temps? Oui.
C'est ça. Alors du coup après la chimio, la radiothé, effectivement l'étape d'après en point de vue traitement, c'était ça, c'était de prendre l'hormonothérapie comme c'était un cancer du sein hormonal. J'ai eu le Femara et c'était un traitement pour les femmes ménopausées. Donc du coup, ils me mettaient Ouais. en ménopause artificielle. Donc j'avais une piqûre de décapeptyle. Autant te Ouais. dire que la première, elle était très très dure à digérer. Je me suis mise à pleurer. L'infirmière, elle comprenait pas, elle savait pas ce que ça représentait pour moi cette piqûre. Donc je lui ai expliqué que ça Normal. me mettait en ménopause artificielle et que ça reculait encore davantage notre projet bébé, quoi. Donc voilà, ça c'était ça l'hormonothérapie. Et en gros, on m'avait dit la prendre entre 5 à 10 ans. Encore une fois, on est en 2018, début 2018. Des patients jeunes à l'hôpital où moi je suis suivie à l'hôpital de Blois, ils en ont pas 50. Donc, à chaque fois, moi, ils se renseignent par rapport au Centre Cancer et Grossesse de Paris. Elle est très à regarder toutes les études et tout ça. Donc, elle m'avait dit, voilà, aujourd'hui, à l'instant T, c'est entre 5 à 10 ans. On verra au fur et à mesure des années. Tenez bon déjà 5 ans. Et elle me dit, pour une fenêtre thérapeutique, on peut potentiellement peut-être en parler dans 2, 3 ans. Donc, moi, je sais que je la vois tous les ans. Moi, je me raccroche à ça, aux 2 ans, parce que j'ai entendu 2 plutôt que 3. Et voilà, je me raccroche aux 2 ans d'hormono et je me raccroche surtout à ces 2 petits embryons. En fait, clairement, depuis qu'il y a eu la préservation de la fertilité, on a 2 petits embryons qui sont au frais et qui nous attendent. On leur a donné des prénoms. Déjà, c'est des prénoms qu'on adore. C'est Rose et Marius. Enfin voilà, c'est déjà nos petits bébés et c'est clairement, oui, on se raccroche à ça et c'est souvent qu'on en parle avec mon mari, Rose et Marius. Enfin, voilà. Donc oui, clairement, on se raccroche à ça pendant encore ces 2 ans d'hormono. Je suis vraiment full admiration parce que je trouve ça terriblement long, quoi. Et je trouve que tu as vraiment fait preuve d'une résilience absolument extraordinaire tu n'as pas cru un seul instant que ça n'allait pas marcher. Non. Bah non, parce que sinon, je pense que je me serais effondrée. Et puis même, ils existaient, donc non. Enfin, tant qu'ils existaient, voilà, il n'y avait pas de raison, en fait, de sombrer. Oui, bah écoute, c'est formidable. Alors, bon, tu peux nous raconter un petit peu la suite. Enfin, en fait, c'est ce pouvoir de l'espoir. Je pense que c'est vraiment ton message de ce podcast. Finalement, tant qu'il y a de l'espoir, on avance et on est positif. C'est vraiment un magnifique message. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, il y a eu les 2 ans. Je sais pas quand l'étude Big Time for Baby, qui est menée par Big Against Breast Cancer, je sais pas quand elle a commencé. Je sais qu'il y a 500 femmes qui ont eu des bébés, mais je crois que ça a dû démarrer à ce moment-là, en fait. Donc, c'était pas encore ton époque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Les 2 ans sont passés. C'est ça. En fait, on arrive du coup en mars 2020. J'ai tous mes examens annuels, donc classiques, IRM, écho, mammo. D'ailleurs, c'est très spécial parce que c'est pile poil pendant le confinement. Donc, j'arrive dans mon hôpital. Pour moi, l'hôpital, maintenant, c'est ma deuxième maison. Et j'arrive et il n'y a absolument personne. Et c'est là où je me dis, c'est tout bête, mais je me dis, si moi, on m'a conservé mes rendez-vous, ça veut dire que j'ai eu quelque chose de grave, en fait. Et du coup, ça m'a plongée face à ça. Et je m'y attendais pas du tout. Mais me retrouver toute seule et être la seule à avoir mes examens, en fait, je me suis dit, ah oui, ouais, c'est grave, en fait, ce que t'as eu, quoi. Enfin, alors que oui, en fait, oui, c'est grave, mais c'est vraiment là où je l'ai réalisé, en fait. Et là, oui, donc là, c'était pour voir où t'en étais, mais c'était pas. En fait, si tout était ok, si l'IRM, écho, mammo, tout était ok, ils m'autorisaient à avoir une fenêtre thérapeutique, donc c'est-à-dire à stopper mon hormonothérapie le temps du projet de grossesse. Donc, et comment ça se passe? Moi, j'entends souvent qu'il faut arrêter l'hormonothérapie, puis il faut attendre pas mal de mois sans médicaments. C'est juste? Oui, le corps, le temps d'éliminer, en fait, effectivement, j'ai eu des échos et le temps d'éliminer le traitement et tout ça, l'endomètre, il met un peu de temps à se remettre, même le cycle des règles, puisque moi j'étais en ménopause artificielle, donc les cycles, etc. Oui, ça a mis un peu de temps et tu vois, mon endomètre était ok pour la réception de l'accueil des embryons en septembre. Donc tu vois, j'ai arrêté le 1er mars et c'était mi-septembre que mon corps était prêt à accueillir les embryons. Et dis-moi, en fait, les règles mettent combien de temps à revenir? Moi, je crois que j'ai eu fin juin, je crois, mes premières règles. Et c'était vraiment des cycles irréguliers. Et si elles reviennent, en fait, parce que c'est pas toujours le cas, je pense, non?
Il y en a qui peuvent se retrouver du coup effectivement en ménopause. En fait, comme de toute façon on a un traitement qui nous place en ménopause artificielle, en fait en vrai, à moins de l'arrêter, on peut pas savoir. Mais effectivement, j'ai eu aussi des prises de sang et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que j'avais les traitements avaient bien flingué ma stérilité. Quoi. Donc j'étais devenue effectivement infertile parce que mon taux d'AMH etc était hyper bas. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment juste fait en sorte que mon endomètre soit prêt à accueillir, mais concrètement, il ne pouvait pas y avoir de nouvelles ponctions et d'ovocytes qui soient recueillis. Et prêt à accueillir en te balançant quand même de la progestérone et tout ça pour être sûr que le bébé s'accroche bien, ou c'était quoi l'idée? Ouais, il m'avait donné quelques médicaments, oui, au centre PMA de Tours. Après, ma gynéco, ma mère, donc celle qui me suivait pour le cancer, était toujours mon relais et on essayait de faire quand même au minimum en termes d'hormones. Donc effectivement, j'avais les capsules de progestérone et puis le petit comprimé d'acide folique, mais c'est tout quoi. Ça s'arrêtait là quoi. C'était vraiment le maximum. Et voilà. Mais bon, ça a fonctionné. Mon corps s'est remis en marche. On a eu une date de transfert d'annoncer, donc là, ça c'était la folie, quoi. Avec mon mari, mais on était trop heureux. Enfin, vraiment, cette semaine qui a précédé le transfert et puis le matin du transfert, on était trop heureux. Jusqu'à ce qu'on ait un appel qui nous dit vous deviez venir ce matin pour le transfert, mais aucun des deux embryons n'a survécu à la décongélation. Et alors là, je pense que c'est un des pires moments, de ce parcours en fait. Oui, je pense que c'est même le pire moment. Parce que effectivement, c'est cet espoir depuis 3 ans auquel on se raccroche qui d'un coup n'existe plus en fait. Et pour le coup, on n'a pas d'issue. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous dit rien d'autre. Et on sait qu'on en a plus. On sait que je suis infertile. Et puis voilà. Et puis ils nous disent, vous pouvez arrêter votre traitement. Et puis la gynéco du centre PMA vous rappellera. Là aujourd'hui, elle est en congé, donc on verra ça la semaine prochaine ou plus tard quand elle aura des infos. C'est affreux, Pascaline. C'est affreux. Ouais. Et ce matin-là, c'est horrible. Horrible. Là, je mets vraiment beaucoup de temps à m'en remettre. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme petite lueur d'espoir après, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vraiment un message important pour toutes les femmes qui passeront par là. Et puis, bon, pas que, parce que c'est vraiment un message d'espoir pour tout le monde, en fait. Mais qu'est-ce qu'on t'a proposé après, alors? Là, alors, elle a mis un peu de temps à nous appeler, quand même, la gynéco. C'était peut-être 1 mois après. Mais c'est pas grave parce que je restais pendant 1 mois sans nouvel espoir. Oui, sans nouvelles du centre PMA. Mais sincèrement, j'étais tellement au plus bas à ce moment-là. Finalement, c'était nécessaire ce temps. En fait, je me suis reconstruite vraiment. Enfin, il y avait besoin. Il y avait plus de travail que d'habitude à ce moment-là. Vraiment quoi. Je suis vraiment. J'étais vraiment pas bien parce que là, faut imaginer, oui, c'est 3 ans à se rattacher à ces 2 petits embryons. Donc, il y a eu un vrai deuil à faire de ces 2 petits embryons, quoi. Mais Pascaline, comme tu disais que chaque fois que tu avais une nouvelle difficile, tu te raccrochais à une solution, tu cherchais, et là, pendant ce mois-là, il y avait plus rien. Tu pouvais pas te raccrocher à quoi que ce soit. Il restait l'adoption, mais on avait fait un premier rendez-vous, je sais même plus à quel moment. Sincèrement, je sais plus si c'était forcément pendant les 3 ans où on avait encore les embryons. Parce que j'avais senti à ce moment-là, en fait, en sortant de son bureau, que je n'étais pas prête et que j'étais toujours raccrochée à ces 2 petits embryons. Donc, en fait, on n'avait pas donné suite à ce premier rendez-vous. Donc, il restait quand même cette solution d'adopter un enfant. Et puis après, en fait, on reçoit un message. En fait, on a un appel un vendredi soir. Et comme je suis à mon compte, j'avoue qu'après 19h, j'essaie de pas répondre au téléphone. Et là, c'est un numéro que je ne connais pas, c'est un 06. Donc, ça veut dire que c'est pas un couple que j'ai signé. Donc, voilà, je ne réponds pas à ce coup de téléphone. Et ça laisse un message. Et donc, je l'écoute derrière. Et en fait, c'est la gynéco du centre PMA qui m'appelle d'un 06. Et donc, j'écoute son message. Et en gros, ça dit... votre dossier aujourd'hui est passé en commission, donc nous vous conseillons de partir sur le don d'ovocytes. En France, il y a 2 ou 3 ans d'attente, donc il faudra vous rapprocher de votre oncologue pour reprendre votre traitement d'hormonothérapie. Et puis du coup, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis vous pouvez m'appeler la semaine prochaine si vous avez des questions. Le mardi, je ne serai pas là. Le mercredi, en tout cas, essayez de m'appeler et on en reparle de vive voix si vous avez besoin.
au revoir, bon week-end. Et là, mais sincèrement, je suis restée bloquée. Hein. J'étais en voiture. Je repartais en fait d'une de chez mes cousines. J'étais en voiture prête à partir. J'ai dit ok, je vais le réécouter à la maison. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, donc je suis rentrée. Et là, j'ai fait écouter à Greg en même temps. J'ai dit mais en fait, je crois qu'on a un appel du centre PMA. Je veux que tu écoutes avec moi. Et donc on a réécouté le message ensemble. Et en fait, ouais, c'était vraiment. Mais c'était un peu violent, quoi. On nous avait jamais parlé du don d'ovocytes avant. C'est complètement, enfin, d'abord, oui, peut-être c'est une bonne nouvelle, mais c'est complètement inhumain comme manière de mais oui, de c'est l'annoncer, lunaire. quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, Complètement. heureusement qu'on connaissait un couple qui avait eu recours au don d'ovocytes et que c'était pas quelque chose qu'on découvrait maintenant tout de suite. C'est un petit peu violent quand même. Et puis oui, ouais, je trouve ça complètement lunaire, quoi. Son message et puis terminé par bon week-end. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça complètement fou, la façon d'annoncer, quoi. Et comme si c'était rien aussi de reprendre l'hormonothérapie, tu vois. Enfin, elle me dit ça comme elle m'aurait dit prenez un Doliprane et allez au lit, quoi. Enfin, moi, il était hors de question que je reprenne l'hormonothérapie sans avoir eu de bébé, quoi. Enfin, là, maintenant, je connaissais les effets secondaires de l'hormono et tout ça. Moi, je savais qu'il me fallait mon bébé pour arriver à tenir derrière, reprendre l'hormonothérapie, hein, parce que c'est quand même un sacré traitement, quoi. Donc là, le reprendre et me dire non, ça va encore repousser dans 2 ou 3 ans. Est-ce que tu as eu l'occasion après de lui parler de cette manière d'avoir annoncé? Jamais? Je l'ai jamais rappelé. En fait, je suis restée en contact toujours avec ma gynéco, ma mère de l'hôpital de Blois. Je lui ai dit à elle, je sais qu'ils ont des commissions en commun, etc. Donc, je sais pas si le message a été passé. En tout cas, non, moi, j'avais pas envie de lui parler. Ça, c'est clair. On est retourné après au centre PMA de Tours et on a eu une autre personne. C'est une autre personne qui s'occupe du parcours de don d'ovocytes. On s'est inscrit en France, en fait. On a fait la démarche quand même de s'inscrire en France, même si c'était long, mais sur les conseils de ma gynéco et d'un autre que je vois aussi, un échographe généticien, ils m'ont dit, vous savez, Pascaline, dans 3 ans, vous n'en savez rien, vous en serez. Ça vous coûte rien de vous inscrire, en fait. Si toutefois dans 3 ans vous avez un bébé, et ben vous refuserez le don, c'est pas grave en fait. Mais inscrivez-vous, ça vous coûte rien de vous inscrire. Et ben en fait, pourquoi ça prend tellement de temps? C'est hyper long parce qu'il y a très peu de donneurs en fait, très peu de donneuses. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais. Et pourquoi il y en a beaucoup plus dans d'autres pays? Parce que Je pense que déjà en termes de communication, enfin moi personnellement avant d'être concernée, je ne savais pas que ça existait. Je te dis à part le couple que je connaissais, mais je savais qu'ils avaient été en Espagne aussi. Donc voilà, en France, je ne savais même pas que ça existait avant d'être concernée. Là, ça y est, ils commencent à lancer des campagnes. Pareil, les réseaux sociaux, etc. Ça permet aussi de communiquer sur tous ces sujets, des émissions aussi, des podcasts. Enfin, vraiment, tout ça participe. Mais là, encore une fois, on est en 2020, moi, donc c'est il y a peu de temps et en même temps, ça a tellement évolué en 2 ans, c'est fou, quoi. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a quand même le fait aussi que en France, c'est une démarche purement altruiste, alors que j'ai l'impression que dans d'autres pays, elles sont dédommagées entre guillemets financièrement du parcours. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un dédommagement financier, donc peut-être il y a plus d'intérêt à le faire, mais quelle démarche alors? Donc toi, pour finir, on t'annonce ces 2 ans, toi c'est hors de question, et qu'est-ce que tu décides de faire? Bah en fait, effectivement, 2 ans, ça me semble encore super long. Enfin, faut pas oublier qu'on a le projet depuis 2016 quand même. Là, on arrive en 2020, on me dit que je vais reprendre 2 ans d'hormono. Je sais qu'après, il faut 1 an pour que mon corps il se remette. Mais 3 ans encore, quoi. Et je vais arriver, j'aurai 40 ans. Et puis ça se trouve, à 40 ans, mon corps, il voudra plus. Enfin, donc je me dis non. Donc je sais qu'en Espagne, ils font du don d'ovocytes. Par contre, bah, c'est dans des cliniques. Donc effectivement, ils ont des moyens. Mais du coup, on va payer la clinique, puisque c'est des cliniques privées. On a la chance de pouvoir le faire. Pour nous, c'est vraiment un petit clin d'œil. En fait, Greg a perdu son papa juste avant notre mariage. Grâce à lui, j'aime pas trop son mot, mais pour nous, c'est notre petit ange gardien. Et du coup, on a un héritage qui va servir à ça, en fait. À payer notre voyage jusqu'en Espagne et à avoir Achille, quoi. Donc, à chaque fois, on y pense. On dit, mais ça, c'est notre petit ange gardien qui nous a fait ce cadeau. Mais voilà, il faut avoir un peu d'argent. Donc, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est pour ça que vraiment,
il y a aussi une volonté de ma part de parler en France que ça existe, qu'on peut y avoir accès gratuitement, mais qu'on manque de donneuses, quoi. Mais donc Voilà. réellement, ces 2 ans d'attente, les 2 ans d'attente, en fait, c'est réellement, c'est même pas une question d'organisation, c'est réellement le manque, en fait. Et Oui. pourtant, c'est quand même pas grand-chose de donner, parce qu'il y a toujours une stimulation pour donner ses ovocytes, ou on peut donner ses ovocytes sans stimulation. Non, je crois qu'ils font toujours un parcours de stimulation. C'est un peu lourd quand même pour les femmes. C'est vrai que les hommes, c'est plus simple, entre guillemets, physiquement de donner. Les femmes, il y Bien a sûr. effectivement la stimulation, la ponction. Et puis, il y a quand même une partie psychologique, c'est-à-dire que tu donnes une partie de ton patrimoine génétique. Donc, c'est-à-dire Oui. pour être accepté, pour être donneur ou donneuse, tu as quand même des conditions médicales et psychologiques à remplir. Tu fais tout ton arbre généalogique parce que tu peux être retoqué s'il y a effectivement des gènes dans la famille, etc. T'es éliminé. Enfin, ils gardent que Oui. les meilleurs patrimoines génétiques. Et puis, tu as aussi une étude Oui. psychologique parce que, mine de rien, tu as des petits bouts de gènes de toi qui sont dans la nature, quoi. Donc, il faut vraiment prendre ça comme un don d'une cellule, comme tu donnerais ton sang. Mais quand même, ils ont quand même un parcours psychologique à faire, quoi, en tant que donneuse et donneur, quoi. Je trouve ça Bien beau, quoi, sûr. d'arriver à le faire. Ah, mais moi, quand tu m'as raconté ton histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais rêvé faire ça avant mon cancer, quoi. J'étais même pas informée. On parle toujours du don de sperme depuis toujours, mais pas du don d'ovocytes, quoi. C'est ça. Et j'entendais beaucoup. J'habitais aux États-Unis. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient adopter ou de personnes qui venaient, enfin, qui trouvaient des mères porteuses en fait aux États-Unis. Mais le don d'ovocytes, c'est vrai qu'il y avait pas d'informations. Et tu te dis, mais quand j'ai entendu ton histoire, je me suis dit, mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aurais tellement aimé faire, quoi. Et donc là, toi, tu décides de partir en Espagne. Et là, c'est tout le monde a accès à ce genre de clinique. Oui, en fait, à partir du moment où tu payes, c'est hyper rapide, en fait. Tu peux signer tu signes et 3 semaines après, ils te trouvent la donneuse compatible et 1 mois après, elle fait sa ponction et puis tu peux avoir le transfert dans la foulée. Donc en 3 mois, en vrai, ça peut être ok si toi ton corps il est prêt à accueillir, quoi. Donc c'est fou. Mais tu dis, ils trouvent la donneuse compatible. C'est pas des ovocytes qui sont congelés. Il y a des femmes qui sont sur une liste et on les appelle. Exactement. En fait, Waouh. ils essayent en fait que la donneuse et en tout cas dans la clinique où j'ai été, mais c'est beaucoup comme ça. C'est notamment pour ça aussi qu'on a choisi l'Espagne, c'est-à-dire qu'ils essaient de trouver une donneuse qui te ressemble physiquement. Donc, donc moi étant brune à la pommade, on n'a pas été en Suède, quoi. Enfin, je sais même pas s'il faut en Suède, mais voilà, c'est pour te dire. L'Espagne, c'était une évidence. En plus, on aime beaucoup ce pays avec mon mari, donc. Et donc tu fournis des photos de toi bébé, voilà quelques photos de toi pour qu'ils puissent voir. Et puis j'imagine qu'ils ont un matching qui est fait par ordinateur et qui te trouve la donneuse comme ça. Après tu peux remplir des critères, genre si tu veux que la donneuse elle ait le même groupe sanguin que toi ou je sais plus après quels sont les critères principaux pour toi, c'est le physique ou le groupe sanguin. Enfin voilà, il y a quelques trucs que tu peux choisir. T'es épaulé médicalement, ils te disent, enfin, ils font ce qu'il y a de mieux pour toi, évidemment. C'est ça. En fait, tu dois avoir un relais en France qui te suit parce qu'en fait, tu vas faire toutes les échos, prises de sang jusqu'à ce que ton endomètre soit bien. Ça, tu peux le faire en France. Et donc, du coup, Oui. tu es suivi par un gynéco français. Et du coup, ça, c'est pris en charge puisque tu fais dans le Oui. cadre français. Et puis ensuite, un jour, ils te disent, c'est bon. En fait, à chaque fois qu'on a des examens, on leur envoie par mail. Et puis, il y a un jour où ils te disent, c'est bon, là, vous êtes quasiment à l'ovulation. Vous allez faire votre petite piqûre d'ovitrelle pour qu'on sache exactement quand vous allez ovuler. Et puis, dans 5 jours, vous aurez le transfert dans notre clinique de votre petit embryon, quoi. Et donc là, Oui, tu mais descends. attends, moi, je pose une petite question technique parce qu'il faut que la femme aussi ovule en même temps, quoi. Moi, il y a 2 possibilités. Effectivement, Oui. il y en a où la femme, la future maman, doit se caler sur la donneuse. Et dans ce cas, elle prend une pilule pour être exactement sur un cycle similaire. Oh, incroyable, oui. Moi, pour le coup, non, puisque moi, pas de pilule. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été vitrifiés en attendant que moi, mon cycle naturel se passe
Et de toute façon, on avait choisi l'option, le diagnostic préimplantatoire. Donc, quoi qu'il arrive, le temps d'avoir le résultat, il est vitrifié quoi qu'il arrive. Donc, moi, il y avait ces deux éléments qui faisaient que, de toute façon, ils allaient être vitrifiés le temps que mon corps soit OK et qu'on ait les résultats de la biopsie. Donc, moi, j'ai pas eu cette pilule. Mais oui, ça, c'est possible. Et donc, tu peux parler de ce DPI, donc ce diagnostic préimplantatoire qui n'existe pas en France, mais qui existe chez nous en Belgique et dans d'autres pays. C'est quand même un sacré progrès aussi. Oui. Alors, en France, il existe pour ceux... Des maladies génétiques rares. Oui. Il faut vraiment avoir une dérogation. Enfin, voilà. Il existe. Je crois que c'est des maladies mortelles, en fait, carrément. C'est ça, il faut avoir une dérogation et c'est vraiment pour des maladies spécifiques. Mais effectivement, là, nous, en Espagne, on avait le choix de le prendre ou pas. Et alors, ce qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est que avant que je signe pour l'Espagne, en fait, je suis tombée enceinte naturellement et j'ai fait une fausse couche à 9 SA. Et alors ça, pareil, j'ai vécu un des moments pires de ma vie. Le soir où j'ai pris les médicaments, j'ai eu 4 heures de douleur non-stop. Enfin, vraiment... C'était pas que psychologique, hein, parce que voilà, durant le cancer, on vit des étapes douloureuses, etc. Mais psychologiquement aussi, ça nous impacte. Donc là, ce soir-là, on m'a beaucoup dit oui, ça se trouve c'était psychologique la douleur. Non, parce que j'ai vécu des étapes qui étaient douloureuses et physiquement et psychologiquement, mais là, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que aucune position ne me soulageait, quoi. Je pleurais de douleur, quoi, comme jamais j'ai pleuré autant longtemps, quoi. Et du coup, ça m'a traumatisée. Et j'ai dit à mon mari, quand on a dû choisir les options pour la clinique derrière, j'ai dit mais moi je veux pas revivre une fausse couche. En fait, je supporterais pas physiquement, quoi. Ça m'a vraiment. Et donc du coup, on a pris ce diagnostic préimplantatoire. Attends, je fais une petite coupure, mais donc en plus tu as réussi à être enceinte naturellement. Et puis, poum, c'est de nouveau cet espoir qui s'écroule, quoi. Moi, je vois un espoir qui tombe en permanence et qui... Bizarrement, cette fausse couche, en fait, je me suis dit que c'était un signe parce que finalement, j'étais jamais tombée enceinte. Et donc, je me suis dit, en fait, peut-être que en passant directement au don ovocyte, peut-être que j'aurais eu toujours ce truc dans ma tête de me dire, ouais, mais ça se trouve, ça aurait pu arriver naturellement. Peut-être que en vrai, j'étais peut-être pas infertile, je sais pas. Peut-être que psychologiquement, peut-être qu'il y aurait eu ça. Et que là, de faire une fausse couche avant de signer pour le don d'ovocytes, je me suis dit, en fait, c'est une preuve de plus que tes ovocytes sont pourris. Et du coup, ça m'a, ouais, je pense que c'était une étape nécessaire et du coup, je passais à la FIVDO en toute logique, quoi. C'était ça qu'il fallait pour toi, quoi. Ouais, et puis que c'était une preuve effectivement et que voilà, c'était le don d'ovocytes était la solution et que voilà, c'était c'était ça. C'était ça la solution. Quoi. Et puis bon, donc appel un jour. Donc ce DPI, ça c'est quand même génial. Donc là, c'est vrai qu'on choisit alors les embryons qui sont les plus forts. On élimine le mieux. Ouais, exactement. Ouais. On élimine tous ceux qui auraient soit qui ne se seraient pas accrochés, soit qui auraient fini en fausse couche parce qu'ils aient été génétiquement pas viables. Donc moi, je suis très heureuse de l'avoir ajouté parce que faut savoir qu'on avait 7 embryons. Il n'en est resté que 3. Donc ça veut dire que potentiellement j'aurais pu avoir peut-être 4 fausses couches ou 4 non-accroches, je sais pas en fait, lesquelles il m'aurait implanté en premier. Mais je trouve ça énorme en fait. Il en restait que 3 sur 7 quoi. Donc après 3 warriors du coup. Mais alors c'est vrai que moi je trouve ça un progrès absolument extraordinaire justement pour tout ce qui est génétique et tout ça. Je sais qu'il y a débat autour de cette pratique, mais on va pas rentrer là-dedans. Moi dans ton cas extraordinaire. Donc on implante. Donc il y en avait 3. Oui, mais tu sais, juste pour faire une parenthèse par rapport au débat, il y en a aussi sur le don d'ovocytes quoi qu'il arrive. Enfin de toute façon, il y en a sur la PMA de manière générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intervient dans ce qui devrait être naturel, voilà, il y a débat. Donc, il y aura toujours débat sur le progrès, quoi. Tu as fait un magnifique post que j'ai lu hier. Je sais plus, c'était pas un post dernièrement justement sur le débat autour du don d'ovocytes. Oh, j'étais hyper émue. Tu parlais d'amour, et tu parlais de ces questions religieuses et tout ça. Et je trouvais que tout était dit en peu de mots. Tout était résumé autour du don et de l'amour.
Et je me suis dit, bon, c'est presque incontestable, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, dans ton cas, on entend cette histoire. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a, moi, je suis chrétienne et du coup, effectivement, il y a toujours ces tiraillements à se dire, mais en fait, est-ce que je vais pas contre la nature? Est-ce que ma nature, c'était pas de ne pas avoir d'enfant, en fait? Et puis, j'en parlais à quelqu'un qui, je sais, est aussi croyante. Et elle me dit, mais en fait, la religion, pour moi, c'est un don de soi. Tu sais bien que c'est le don de l'amour, etc. Et je lui dis, mais ouais, en fait. Et à partir du moment où j'ai gardé cette phrase en tête, il y avait plus de débat possible. Je me suis dit, mais en fait, oui, tout est résumé là. Donc, à partir du moment où il y a l'amour, il y a plus de débat, en fait. Bah écoute, moi j'ai adoré ce post et donc il y a eu cet appel Oui. et puis on a pu implanter Ouais. un sur les 3. Oui. Alors ça, c'est pareil, c'était un questionnement parce que moi, je me disais, on n'en met qu'un. Enfin, j'ai le droit à une fenêtre thérapeutique que pour une grossesse. Qu'est-ce que les 2 autres vont devenir? Et puis on m'a dit, j'ai écouté en fait toujours ma gynéco qui m'a dit, bah voilà, c'est la première grossesse, vous avez eu un cancer hormonal, on va y aller mollo sur les hormones de grossesse, on va voir comment ça passe cette première, etc. Vous voyez déjà, c'est votre premier, nan. Donc voilà, j'ai écouté et on a fait un transfert que d'un. Et puis bah il est resté. Il est resté notre petit loulou. Voilà le happy ending. Alors, je vois qu'on tourne déjà depuis, on enregistre déjà depuis 44 minutes, mais là, on arrive à cette explosion de joie et beaucoup de chance, j'imagine aussi, parce que finalement, les embryons ne tiennent pas toujours, quoi. Donc, est-ce que tu as toujours eu confiance? Non, en fait, je me suis vraiment sentie enceinte qu'une fois la T1 faite, donc c'est la fin du premier trimestre. En fait, je pense qu'on garde un peu les séquelles d'une fausse couche, d'un parcours PMA, etc. Et c'est vrai que ce premier petit embryon qui s'est accroché, j'ai pas du tout réalisé le premier trimestre. En fait, je me disais non mais calme-toi, détends-toi, parce que pour la grossesse naturelle, mais on s'est enflammé. On avait été acheter un doudou une semaine après, enfin voilà. Que là, vraiment, on s'est dit non mais calmons-nous. Et alors du coup, je regrette un peu aujourd'hui parce que je me dis en fait ma grossesse elle m'a paru tellement courte, mais forcément puisque je n'y ai cru qu'au début du 4e mois et il est né à 8 mois et demi, donc autant te dire que ça a fait une grossesse hyper courte. Donc ça je regrette un peu, mais malheureusement voilà c'est les séquelles du passé, mine de rien. C'était de la protection, j'imagine. Tu voulais peut-être pas trop y croire avant. Et la grossesse s'est bien passée. Tout s'est bien passé. C'est génial. Mais oui, mais j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Enfin, franchement, la veille de mon accouchement, je bossais encore, j'étais en visio avec des mariés. Le jour de l'accouchement, j'étais en voiture pour me rendre à ma dernière prise de sang. J'ai perdu les os en voiture en conduisant. Enfin, c'est te dire à quel point j'étais bien, quoi. Voilà, quoi. J'avais eu quelques contractions dans la nuit, mais comme j'en avais depuis super longtemps, quasiment depuis le début, pour moi, je me disais, mais non, pas tout de suite. On était qu'à 8 mois et demi. Mais non, franchement, c'était génial. C'est l'accouchement pareil. C'était génial. En fait, tout était tellement génial, qu'on a envie de recommencer. Et qu'est-ce que tu vas nous raconter là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Je pense que là, tu peux nous raconter parce que enfin, voilà, moi je suis tellement heureuse. C'est quand même une journée très très symbolique et peut-être en fait, on devait enregistrer aujourd'hui plutôt que vendredi. Donc, oui. En fait, bon, raconte-nous. Alors, du coup, en 2022, donc Achille est né en mars 2022. J'avais déjà prévenu ma gynéco que je ne reprendrais pas l'hormonothérapie dans la foulée. Je me voyais pas en post-accouchement avec, comme je l'ai dit, j'étais organisatrice de mariage, donc j'avais tous les reports de mariage 2020-2021 en 2022. Et puis, toujours Octobre Rose qui se prépare vachement en amont avec la Ligue contre le cancer. Donc, autant te dire que les premiers mois de vie d'Achille, je savais que ça allait être très sportif. Donc, il était hors de question que je me rajoute l'hormonothérapie. Je l'avais déjà prévenu d'avance. Donc, j'avais dit, on verra à l'automne et tout. Et à l'automne, voilà, Achille, il avait déjà plus de 6 mois. C'est un bébé génial. Il faisait ses nuits à 1 mois. Enfin, vraiment, c'est un amour. Et on a demandé si c'était possible de prolonger la fenêtre thérapeutique. Donc, elle m'a dit de refaire tous les examens pour voir. Donc, j'ai refait TEP scan, IRM, écho, mammo. Et en fait, la grossesse ne m'a absolument rien déclenché, aucune récidive, rien du tout. Enfin, vraiment zéro cellule cancéreuse en moi. Donc ça, c'était trop cool.
Ah ouais, franchement, c'était la fête. Et puis du coup, ils ont accepté de prolonger ma fenêtre thérapeutique. Donc du coup, on est reparti en Espagne ce début d'année. Il y a on a eu un transfert le 5 février. Donc voilà. Et nous sommes, alors on va dire que nous sommes le 12 février, parce que évidemment ce podcast va être encore écouté pendant plusieurs années. Donc nous sommes 7 jours après le transfert. Et voilà. Et donc comme c'était un J5, du coup ça veut dire qu'il a 12 jours. Et donc j'ai la prise de sang demain. Comme nous sommes dimanche, je pouvais pas la faire aujourd'hui, mais du coup j'ai fait un petit test de grossesse. Et du coup, j'ai eu les 2 petites barres qui se sont affichées ce matin. Voilà, donc ça c'est trop cool. Donc, c'est tellement merveilleux. Et alors donc, si je comprends bien, c'est donc le petit frère ou la petite sœur de Achille. Oui. En fait, eux savent déjà si c'est un petit garçon ou une petite fille, en fait. C'est ce que j'arrête pas de me dire. Je me dis, mais en fait, Achille le connaît déjà. Non, mais les médecins savent. Les médecins savent que c'est. Je crois pas qu'ils poussent l'étude jusque là d'un point de vue éthique. Je ne crois pas. Je sais qu'il y a dans des pays où tu peux choisir d'avoir un garçon ou une fille. Là, après, on rentre dans d'autres. Enfin voilà, moi je rentre pas dans ce débat, mais non, je pense pas qu'éthiquement ils poussent là-dedans. Mais moi, ce que je me dis, c'est que Achille, par contre, a été créé le même jour, quoi. Donc je trouve ça trop rigolo, quoi, de me dire ça, quoi. Ils ont été créés les 3 le même jour et ils vont naître à quelques mois d'intervalle. Je trouve ça rigolo comme tout. Pascaline, c'est vraiment une histoire merveilleuse. Et là, tu sais ce qui m'a fort frappée, parce que bon, on s'est vu vendredi, et puis tu m'as parlé de ça, évidemment. Pas un seul instant, t'as pas cru, t'as dit non, mais j'y crois. Ouais. Et donc cet espoir, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'espoir? Comment tu l'as cultivé? Est-ce que tu as un message à nous faire passer? Ah, c'est une question un peu vache. Tu peux réfléchir, mais c'est pas si évident que ça. Non, mais je me disais là effectivement que depuis le transfert, j'y avais toujours cru, mais parce que justement tout à l'heure je te disais, Achille, j'ai pas cru dès le début, et en fait j'ai gâché entre guillemets les 3 premiers mois de grossesse à ne pas penser que j'étais enceinte. Et donc là, à partir du moment où j'ai eu le transfert, je me suis dit, ah mais ça y est, je suis enceinte. Peu importe comment ça se termine, là maintenant tout de suite je le suis, quoi. Donc je vais profiter de chaque jour où je le suis. Donc ça, c'est juste la petite parenthèse par rapport au fait d'y croire pour le transfert. Et alors, de manière générale, l'espoir, moi, c'est vraiment ça qui, pour moi, fait tourner le monde avec l'amour, quoi. C'est vraiment, c'est des moteurs pour moi. Moi, c'est pas grave de pleurer, c'est pas grave d'être dans le mal. Au contraire, faut accueillir toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais le tout, c'est qu'à un moment donné, j'aime beaucoup la métaphore de l'eau. Je suis poisson, alors peut-être que ça a un impact, mais j'aime beaucoup la métaphore de l'eau où vraiment, quand tu vas au plus profond, quoi, t'es mal, mais t'as toujours à un moment donné où tu arrives au fond et où tu peux reprendre cette impulsion pour remonter, quoi. Et moi, je suis persuadée que dans la vie, c'est ça. C'est à un moment donné, tu arrives suffisamment au fond pour avoir ce truc, cette impulsion pour remonter. Et cette impulsion, elle est nourrie justement par l'amour et l'espoir. En tout cas, dans mon cas. Oui. Et il y avait tout un débat, et je vais en parler justement avec un oncopsy. Il n'y a pas de faux espoirs, en fait. L'espoir, je trouve que ça ne va pas, les faux espoirs, en fait. Tant qu'il y a de l'espoir, on avance. Et puis, on peut se le créer, on peut le nourrir, on peut changer. Oui. Et je trouve que c'est vraiment le fil conducteur de ton podcast. Et je trouve, et c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté dans mon groupe de soutien. Donc, on est près de 4000 personnes, 4000 femmes touchées par le cancer ou accompagnantes. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées dans ce groupe qui avaient vraiment perdu espoir, qui étaient assez négatives. Bon, après c'est une période de leur parcours de soins, donc c'est pas un jugement de valeur. Enfin, c'est pas un jugement. Je ne dis pas voilà. Non, il se fait qu'il y en a qui sont arrivées vraiment en manque d'espoir. D'autres femmes leur ont donné de l'espoir, et c'est fou comme c'est contagieux. Elles ont recru, elles se sont identifiées à d'autres femmes qui étaient à des mêmes stades, qui avaient perdu espoir, qui avaient retrouvé espoir. Et finalement, je trouve que cet espoir est hyper contagieux.
Et donc, il faut vraiment le cultiver, et je pense que des témoignages comme le tien, ça va donner de l'espoir à toutes ces femmes qui sont jeunes et à qui on a annoncé qu'elles devaient prendre leur mono et qu'elles attendent cette fenêtre thérapeutique. Mais pas que. Ton histoire est remplie d'espoir et voilà, ça donne envie de croire. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que j'aime la partager, parce que en retour, effectivement, j'ai ce type de retour de messages sur Insta ou via la Ligue aussi, où on me dit en lisant ça, d'un coup, ça va mieux, quoi. Cool, c'est pour ça que je le fais, donc cool. Même si ça ne fonctionne que sur une personne, mais voilà, c'est déjà, j'aurais tout gagné en fait, que chaque support serve à au moins une personne. Il y a tellement besoin. Dans ce monde et Pascaline, je peux te garantir que ce sera pas qu'une seule personne avec le podcast, tu vas faire rayonner le podcast et vraiment je te remercie de tout cœur de nous avoir partagé ton histoire. Alors évidemment toujours la petite question piège, est-ce que tu as envie de terminer ce podcast d'une manière ou d'une autre? Bon, même si on a déjà fait une conclusion avec l'espoir, mais je pense que je pourrais difficilement faire mieux que les 2 petites barres aussi les 2 petites barres ce matin. Mais oui, ça c'est voilà. Est-ce que tu as déjà des prénoms en tête? Oui, bien sûr. Depuis Achille, on a d'autres idées, donc oui, ça pareil. Et donc, et la date de naissance, si tu as bien calculé, alors ça serait quand? Alors, ce qui est drôle, c'est que ce serait octobre. Je trouve ça trop drôle parce que Achille est né pendant Mars bleu et là, potentiellement, le deuxième accouchement serait fin octobre, donc durant Octobre rose. Je trouve ça plutôt rigolo. C'est vraiment les 2 grosses prestations que je fais pour la Ligue. Ils vont m'en vouloir d'ailleurs parce que je pense que je vais pas trop être dispo les derniers jours, mais je préparais tout en amont. Comme j'avais fait pour Mars Je bleu. suis pas si sûre parce que regarde, tu vois, pour Achille, t'as été dispo jusque l'heure avant, donc et puis un bébé Octobre rose, c'est absolument magnifique. Alors merci de tout cœur Pascaline pour ce beau podcast. J'ai vraiment hâte de le monter, de le diffuser, de le partager et je serais vraiment très contente qu'on puisse éventuellement faire un post sur le don de vos sites. Et donc, ce serait vraiment chouette, voilà, que tu me donnes plus d'infos, que je cherche plus d'infos et qu'on fasse réellement un post sur le don de vos sites parce que je trouve que c'est vraiment magnifique tout ce que tu nous as raconté. Et voilà, en tout cas, je te remercie de tout cœur. Merci à toi, franchement, pour ta bonne humeur. J'étais super ravie de te rencontrer, même 5 minutes. C'était cool de pouvoir se voir. Et merci pour tout ce que tu fais. Et encore bravo pour jeudi soir, du coup. Voilà, tu vois, lauréate 2023 du podcast santé et donc ravie de t'accueillir avec ce nouveau titre en tout cas. Merci Pascaline. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi, vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Et puis, dernière petite chose, Naître princesse devenir guerrière a lancé sa page sur Tipeee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est rendu évidemment au centuple, grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci de tout cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. La gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.